Bonsoir à tous. Je vous remercie infiniment d'être venus si nombreux ce soir. Merci à Monsieur François de Rugy de nous accueillir au sein de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Je tiens aussi particulièrement à souhaiter la bienvenue à Monsieur Thierry Delville, qui est délégué interministériel, délégué et qui représente le ministère de l'Intérieur ce soir, ainsi qu'à Madame Muriel Domenac, secrétaire générale du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Madame Nicole Belloubet, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a également souhaité que je sois son interprète auprès de vous, chers participants, en vous exprimant ses cordiales pensées et ses vœux pleins de succès. Internet, et particulièrement les réseaux sociaux, sont devenus le lieu de déferlement de haine, de menaces, d'exclusion, de diffamation, de harcèlement, de racisme, d'antisémitisme, d'homophobie, de complotisme, de désinformation et de radicalisation. Les moyens de lutte sont aujourd'hui insuffisants à réduire les cyberviolences et les victimes sont malheureusement trop nombreuses. Lorsqu'avec Philippe Cohen, président de Respect Zone, nous avons eu l'idée de cette conférence, notre objectif était de faire concrètement et efficacement avancer cette problématique de lutte contre la haine sur Internet en permettant à l'intelligence collective, essentielle à toute réflexion, de s'exprimer. C'est pourquoi nous souhaitons, à l'issue de cet événement, créer un groupe de travail dédié qui devra être force de proposition. C'est aussi la raison pour laquelle, concomitamment à nos intervenants de ce soir, acteurs et décideurs de grande qualité qui nous honorent de leur présence, et je les en remercie, nous vous proposons, vous, chers participants, de participer activement à ce débat en nous faisant part de vos réflexions, de vos intuitions, de vos questions, de deux manières, et de vos idées également, de deux manières. La première, c'est sur Twitter. En allant sur Twitter, en tweetant avec le hashtag cyberviolence, ou alors en remplissant la feuille qui se trouve devant vous. Vous avez une feuille qui s'appelle « Boîte à idées », mon idée pour réduire la haine sur Internet. Et vous nous donnerez sa feuille à la sortie dans la boîte à idées qui se trouve sur ma droite, sur la chaise sur ma droite. Donc on est à l'écoute également de vos propositions, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Merci pour votre écoute et votre participation qui seront, nous l'espérons, actives et bienveillantes. Et c'est avec un grand plaisir que je laisse la parole à mon ami Philippe Cohen, président de Respect Zone. Merci beaucoup, Caroline Yadan, sans qui cette journée n'aurait pas l'ampleur qu'elle a, une organisatrice sans égale. Donc merci beaucoup pour ton énergie irradiante et communicative. Comme je l'espère, seront tous les débats et tous les apports qui vont nous être donnés ce soir. Nous avons à nos deux tables rondes des contributions qui sont essentielles. C'était aussi important pour nous d'être dans une salle emblématique comme la salle Colbert, qui ressemble un petit peu à une salle qui serait celle d'une assemblée constituante. Eh bien, nous voulons ensemble, aujourd'hui, déclarer cette journée un petit peu comme des états généraux de la lutte contre la cyberviolence. Et pour cela, nous avons voulu convoquer deux tables rondes. Une qui va s'attacher à mieux comprendre les constats de ce qui continue à ne pas aller bien et voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut comprendre ce qui va mal pour mieux l'appréhender. Et ensuite, surtout, bien sûr, c'est le thème avec l'adverbe concrètement qui a été utilisé dans le titre, c'est le fait de vouloir ici porter des idées. Vous avez entendu parler de cette boîte à idées qui a été énoncée par Caroline Yadan, mais de comprendre quelles sont le tamis des idées qui vont être celles que l'on va porter ensemble, soit avec la loi dure, la loi comme elle est votée à quelques mètres d'ici, et comment est-ce qu'elle est pensée, et avec la mécanique des lois qui s'y rapportent, et aussi la loi plus souple, qui est faite de chartes, de contrats, d'entendements, d'engagements positifs,
Et c'est cela aussi que nous voulons porter ensemble, c'est la possibilité de faire en sorte que les initiatives de la société civile soient des moments de laboratoire de droit souple, pour qu'ensuite, une fois cristallisées, mûries, elles puissent être l'objet d'une transposition dans une loi plus solide, mais expérimentée. Donc c'est une journée très importante. Vous allez sûrement apprécier toutes les différentes interventions. Et ensuite, ce que nous voulons, c'est compléter, faire en sorte que chacun qui vienne ici avec ses propositions puisse se complémenter, et puis aussi permettre de pouvoir être une force de proposition qui servira, je l'espère, à pouvoir lutter contre la haine, contre la fachosphère, contre la cyberviolence, contre le cyberharcèlement, contre la cyberradicalisation, et également faire en sorte que les mots qu'on s'échange sur les réseaux sociaux et sur Internet ressemblent moins à cette hyper-toxicité, pour être plus en phase avec les mots de Paul Éluard lorsqu'il disait qu'il y a des mots qui aident à vivre, et nous espérons que l'échange des mots cyber ira plus dans la positivité pour aider à vivre que pour le contraire et pour les mots de la haine. Sans plus tarder, nous allons entendre les mots du président de l'Assemblée nationale qui nous accueille aujourd'hui, François de Rugy. Donc, sans plus tarder, première table ronde concernant les constats et les témoignages sur la cyberviolence. Madame la députée Cécile Calvez, merci d'avoir accepté avec Éric Botorel, député des Côtes-d'Armor, d'animer cette première table ronde. Je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Je serai très courte puisque nous avons déjà cerné l'essentiel des enjeux. Simplement pour vous livrer un témoignage, puisque c'est le cas dans cette table ronde. Moi, quand j'ai parlé récemment, dans les derniers mois, avec des lycéens, j'ai été vraiment interpellée sur le harcèlement scolaire dans sa forme cyber. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, qu'on n'a pas forcément vécu puisque nous n'étions pas dans cette génération. Mais en tout cas, j'espère qu'on va pouvoir répondre, trouver les solutions ensemble pour éviter que ces générations ne le subissent de plein fouet, puisque c'est continu, disséminé et souvent anonyme. Donc voilà, et je suis très heureuse surtout de voir la salle Colbert remplie. Vraiment, je suis très heureuse qu'on puisse vous recevoir ici. À mon tour. À mon tour d'être bref, dans une vie antérieure, j'ai pu observer l'objet du recrutement sur Internet pour des causes qui étaient des causes malfaisantes, et je pense notamment aux causes malfaisantes qui ont fait plusieurs dizaines de victimes sur notre territoire ces dernières années. Et de voir à quel point l'outil qui était dont François de Rugy et Mounir Majoubi ont pu rappeler qu'à leurs origines, ils ont été créés et pensés par des communautés plutôt heureuses, qui imaginaient un monde meilleur, celui de rendre les gens connectés les uns aux autres, celui de rapprocher des gens qui n'avaient pas l'habitude de se parler, imaginer un monde futur où d'ailleurs la barrière de la langue serait levée. Eh bien, ce monde-là, mais comme dans le monde réel, il a pu être perverti. Et c'est donc fort de cette expérience-là que probablement ma candidature a été retenue, même si nous avons eu à travailler ensemble dans l'organisation de cette soirée, et je vous remercie les uns les autres d'y prendre part. Il me paraît un message essentiel ce soir, c'est celui qui attendrait tout de la loi va sortir de là déçu. Alors ça peut être curieux de la part d'un député de dire ça, mais je le pense fondamentalement, et notamment sur les questions du numérique où les évolutions et les ruptures sont sans cesse plus rapides et annulant d'ailleurs la plupart des acquis précédents. C'est bien un bouleversement plus qu'une augmentation par sédimentologie de technologies d'innovation qui viennent bousculer les innovations précédentes et qui réinterrogent donc la manière dont on pourrait écrire la loi pour être en permanence en capacité de pouvoir confiner un certain nombre de sujets. Donc je crois, et ça a été rappelé par François de Rugy et Mounir Majoubi, moi je crois aux efforts conjugués, et aux 3 efforts conjugués. Celui de ce soir de la société civile, qui prend sa part dans une forme de coopération, dans une forme de collaboration, dans une forme de coécriture de ce que pourrait être la loi de demain. Celle de la responsabilisation des acteurs. Je ne crois pas qu'il faille abandonner l'idée de l'autorégulation quand elle fonctionne. On en a fait la démonstration la semaine dernière sur un autre champ, celui de l'hébergement par exemple, où les plateformes d'hébergement ont su signer un accord avec le gouvernement
pour pouvoir réguler un certain nombre d'excès. Et puis, bien évidemment, la loi en dernier recours, en dernier contour. Et je pense que la réponse qui doit être construite et que nous allons construire ensemble avec votre participation, avec vos réponses au questionnaire, c'est de nourrir cette réflexion qui permettra la mobilisation de ces 3 aspects et qui permettra de faire reculer la haine sur Internet. Voilà. Philippe Schmitt, avocat au barreau de Paris et surtout président de l'INAC, l'association internationale. Bonsoir, messieurs et mesdames les députés, chers amis, je suis ravi d'être là ce soir. Merci à Philippe Cohen et à Caroline Yadan de m'avoir convié à ce débat, à cette conférence importante qui, hélas, on n'est pas ensemble pour une soirée ou pour quelques mois, comme l'a dit tout à l'heure, je crois, le ministre, mais pour quelques années, quelques dizaines d'années, parce que c'est un combat qui a commencé il y a quelques années, mais qui est loin d'être terminé. C'est un combat extrêmement difficile et je rebondis sur ce que vient de dire monsieur le député. Il est évident qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin d'abord des législateurs. On a besoin aussi de tout le monde, de la société civile, des utilisateurs. On a besoin évidemment de la collaboration des professionnels de l'Internet, des réseaux sociaux. Alors personnellement, je suis donc président de l'INAC. L'INAC, c'est le réseau mondial de lutte contre la haine sur Internet. L'INAC est né d'une excellente idée il y a presque une vingtaine d'années par 2 organisations, une organisation hollandaise et une organisation allemande. Bien avant, ils ont compris, même si c'est évident aujourd'hui, que lorsqu'on parle d'Internet, on parle forcément international et que, bien sûr, comme on vient de le dire, tout doit être fait localement, mais tout doit être fait également au niveau international. Et donc, nous, à l'INAC, de manière très concrète, on est une association d'associations, la LICRA est le membre français, et des membres sont en Amérique du Sud, sur tous les continents en fait, peut-être sauf en Océanie. Et nous, le but est de faire travailler ensemble les différentes associations pour que chacune s'enrichisse dans cette lutte difficile, s'enrichissent de ses expériences, s'enrichissent de ses cultures, parce que là encore, ce qui est fondamental en matière d'Internet, puisque l'on parle d'international, c'est de bien comprendre que l'on va être dans des visions différentes, et donc il va falloir concilier ces visions si on veut avoir une efficacité. Ça ne fait pas déjà 7 minutes quand même. Ah bon. Merci. Donc, ce qui est extrêmement important, voilà, c'est ce combat que l'on mène et qu'il faut que l'on mène tous avec ces moyens que l'on met en commun. Alors l'INAC donc réunit des associations et nous travaillons en collaboration très proche avec les institutions, avec les plateformes, parce que si on ne travaille pas avec les réseaux sociaux, aujourd'hui on perd, je vous donnerai des chiffres tout à l'heure, une grande partie de notre utilité, parce qu'ils sont quand même le point névralgique de la lutte contre la haine sur Internet. Et on peut justement, en étant unis, avoir un pouvoir, quand on parle avec eux, qui est beaucoup plus important, de lobbying dans le bon sens du terme, pour les faire avancer. Et fondamentalement, depuis 15 ans, les choses ont avancé. On ne peut pas ne pas constater qu'il y a eu des progrès depuis les premiers temps où, notamment, une société comme Yahoo méprisait un peu les législateurs et législations étrangères. Twitter a suivi un peu la même façon de se comporter il n'y a pas très longtemps, mais les choses changent. Et il y a une responsabilisation. Pour autant, les chiffres sont évidemment désastreux. Alors, pour vous donner quelques chiffres, parce qu'on me l'a demandé, aujourd'hui, si on veut faire une étude, oui, on a l'INAC donc, et les associations membres. On fait un rapport, un projet qui a duré 1 an avec la Commission européenne pour collecter l'information, pour pouvoir justement après s'en servir et pour pouvoir agir.
Alors, on a 4, si je prends, et franchement c'est assez significatif sur les pays, on va dire, occidentaux, sur les pays Amérique du Sud, Amérique du Nord, Europe, Russie. On a une vision assez claire. Les 4 types de haine que l'on trouve principalement sur Internet, ce sont le racisme, 24%, je vais vous donner des chiffres, l'antisémitisme, 23%, la haine contre les musulmans, 16,17%, on va dire, et la haine contre les réfugiés, 11%. Ce sont les 4 grands types de haine. Et puis, vous avez les 4 types de haine qui sont aussi représentés, qui font plus de 1%. La haine contre les Arabes, 7%, la xénophobie en général, 6%, l'homophobie, 3%, et la haine contre les Roms, 1,10%. Voilà, donc là, vous avez un tableau de comment se divisent ces types de haine sur Internet. Ensuite, vous avez où est-ce qu'il faut agir. Parce que c'est important de savoir déjà quel type de haine, on ne va pas agir de la même manière. On n'a pas d'objectif de 100%. Jamais on y arrivera, ce n'est pas le but. Ensuite, deuxième objectif, deuxième tableau, où est-ce que ça se passe? Alors c'est très intéressant. Le web qu'on appelait le web 1.0, aujourd'hui, c'est plus la partie, je dirais, la plus importante du combat. Il ne faut pas la négliger, mais ce n'est pas la partie la plus importante du combat. Et dans ce web 1.0, par contre, les sites traditionnels sont les plus visés par les messages de haine. Les blogs un petit peu et les forums pas du tout. C'est intéressant les forums. Ça prouve que les forums qui sont souvent modérés, on arrive à lutter, on arrive à faire des avancées plus prononcées. Ensuite, là où ça se passe, c'est évidemment le web 2.0. Et là, on a les 3 grands acteurs de la haine sur Internet, entre guillemets, pour les acteurs, Facebook, Twitter et YouTube. Alors, en pourcentage, aujourd'hui, Facebook est toujours, entre guillemets, le leader, avec 40%, et les 2 autres sont environ à 20% pour Twitter et pour YouTube. Donc là, on a quand même là où il faut aller de front, sachant, pour terminer sur une note positive, et notamment sur Facebook, qu'il y a vraiment eu des efforts pour... c'est un deuxième travail qu'on a fait l'année dernière avec la Commission européenne, d'étudier dans quelle mesure les plateformes répondaient quand ils avaient des demandes de suppression de messages litigieux. Et Facebook commence à avoir un bon retour, un peu moins bon pour YouTube et encore moins bon pour Twitter. Voilà. Dernier mot, on m'avait demandé sur législation. Je crois que ce qui est important de comprendre, c'est que vous avez globalement les législations européennes qui sont quand même assez proches, même s'il peut y avoir des différences. Et bien sûr, il y a l'exemple allemand qui, lui, est venu frapper fort au niveau des sanctions. Et puis, l'autre législation qui est évidemment très différente, c'est la législation américaine qui s'appuie sur le premier amendement. Si vous avez besoin qu'on en reparle plus tard, à votre disposition. Alors merci beaucoup. Nous allons pouvoir donner la parole à notre deuxième intervenante. Il s'agit de Justine Atlan, qui est directrice générale d'e-Enfance, une association française de protection de l'enfance. Vous avez 7 minutes, c'est la règle du jeu. Ouais, merci. Oui, c'est ça. Ah oui, je compte sur vous, vous avez l'habitude de timer à l'Assemblée. Bonsoir, merci beaucoup de nous donner cette parole au nom de l'association e-Enfance que je dirige donc et qui est née en 2005. C'est l'association française de protection de l'enfance sur Internet. En fait, je suis très heureuse de vous voir aussi nombreux ce soir parce que je ne vous cache pas qu'en 2005, on était très seuls. On était très seuls parce que les dangers d'Internet étaient peu identifiés et encore moins pour les mineurs. Qui sont restés très seuls face à ces problématiques de cyberviolence pendant très très longtemps. Et en fait, c'est assez récent que vous preniez tous conscience de la violence qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux et que les adultes, effectivement, en soient victimes, des gens d'entament médiatique, des gens dans la presse, et qui tout d'un coup se rendent compte, effectivement, de la solitude qu'on ressent quand on subit au quotidien cette violence extrême qui n'a rien de virtuel, contrairement au terme qu'on lui a donné pendant très longtemps et que je me refuse à lui donner. Parce que les souffrances qu'on reçoit, la haine
qu'on entend, qu'on reçoit, n'a rien de virtuel. Et les dégâts, comme vous le savez, peuvent être tout sauf virtuels et bien réels. Alors pour vous dire en 30 secondes, e-Enfance est une association reconnue d'utilité publique. Donc, comme on l'a dit avant, c'est bien une cause d'utilité publique et on est tous là parce que c'est d'utilité publique. On est agréé par le ministère de l'Éducation nationale qui a été assez précurseur sur ces problématiques de cyberharcèlement, puisque en 2011, l'Éducation nationale a décidé de lancer un grand plan de lutte contre le harcèlement entre élèves. Et nous avons été en charge, e-Enfance, de nous occuper du cyberharcèlement entre élèves et donc de faire à la fois de la prévention, parce que c'est notre premier métier de faire de la prévention, c'est-à-dire de la pédagogie auprès des jeunes pour utiliser de façon sécurisée cet outil numérique, mais aussi de leur donner un moyen de signaler ces problématiques qu'ils peuvent rencontrer sur Internet. Et dans ce cadre-là, on opère un numéro, le numéro national pour la protection des mineurs sur Internet, qui a été lancé en 2008, donc assez précurseur aussi, par le ministère de l'Intérieur et de l'Économie numérique, et qui en réalité est subventionné, soutenu et a été créé à l'initiative de la Commission européenne, qui est quand même aussi très leader sur ces sujets. Et donc je salue Gaëlken qui est là et qui représente effectivement la DJ Connect, qui est en charge de ce programme Safer Internet, dont nous sommes un représentant en France via cette helpline, puisque dans tous les pays d'Europe existe aujourd'hui un numéro comme le numéro que nous opérons qui s'appelle NetÉcoute et qui est en charge de prendre les signalements des mineurs qui sont victimes de problématiques sur Internet. Donc NetÉcoute est un numéro de téléphone, mais il est aussi joignable par chat et par Messenger, parce que notre problématique aujourd'hui, c'est de pouvoir être disponible pour les jeunes là où ils sont, sur les réseaux, donc sur les messageries, sur les réseaux sociaux. Nous allons bientôt être disponibles sur WhatsApp et nous allons essayer de faire en sorte que les réseaux sociaux, effectivement, nous mettent de plus en plus en valeur sur les plateformes mêmes, puisque vous savez que les ados aujourd'hui ne téléphonent pas beaucoup. Ils écrivent, ils SMS, ils chattent, mais prendre un téléphone et parler, c'est un peu compliqué pour eux et c'est de toute façon en général le cas pour des victimes, quelles qu'elles soient. Notre façon de travailler, comme vous l'avez dit, c'est évidemment aussi avec les plateformes. Elles sont là, c'est elles qui effectivement opèrent tous ces outils et nous devons travailler avec elles à la fois pour leur signaler les problèmes parce que parfois ils ne sont pas forcément conscients des problèmes qui ont lieu sur leur plateforme et de la perversion qu'il peut y avoir de leurs outils. Et les harceleurs ou les vecteurs de haine sont parfois très créatifs malheureusement. Et puis ils ont besoin aussi effectivement qu'on les pousse un peu parfois à accélérer des process. Donc nous sommes tiers de confiance pour eux. Nous travaillons avec Facebook qui opère également Instagram qui est donc extrêmement utilisé par les jeunes. Nous travaillons avec Snapchat qui est le réseau social leader aujourd'hui auprès des mineurs. Avec YouTube aussi, avec Twitter et avec en fait tous les nouveaux entrants avec qui nous avons des liens de partenariat qui nous permettent de la signaler très rapidement des cas de cyberharcèlement et qui vraiment, quand il s'agit de mineurs, qui est quand même une population dite vulnérable, sur laquelle il y a consensus global de les protéger, des actions qui sont faites de façon très rapide pour supprimer des usurpations de comptes, des contenus effectivement harcelants. Et vraiment, dans les heures qui suivent, quand on leur signale, ils arrivent à supprimer ces éléments caractéristiques de harcèlement. Alors, dans le harcèlement, il y a beaucoup de choses différentes, et c'est là qu'on rejoint la problématique aujourd'hui de la haine, parce que dans le harcèlement, on retrouve effectivement souvent, entre jeunes, toutes les discriminations dont on parle. Effectivement, alors, on ne va pas avoir les mêmes quantités, les mêmes chiffres dont vous parlez, parce que ce qui est beaucoup plus présent dans le cyberharcèlement entre jeunes, ce sont les questions de genre, en fait, dont on parle globalement. Donc, c'est beaucoup d'homophobie et beaucoup de sexisme. Le sexisme n'a pas été mentionné dans ce que vous avez listé, mais c'est quand même un des problèmes numéro 1 aujourd'hui de discrimination. C'est la moitié de la population mondiale et c'est un vrai problème. Et nous avons vu sur NetÉcoute, suite à l'affaire Weinstein, une croissance extraordinaire de signalements de violences sexistes et sexuelles par des mineurs, comme quoi la prise de conscience est importante, effectivement, et ça a vraiment explosé sur nos standards à ce moment-là. Alors, en termes de quantité de cyberviolence et de caractéristiques, je ne sais pas où j'en suis. Il me reste 1 minute, oh là là. Merci. Les caractéristiques du cyberharcèlement entre jeunes sont, comme je vous l'ai dit, en fait, beaucoup sur des questions de genre. Donc, on a beaucoup la problématique du revenge porn, qu'on appelle en anglais le revenge porn. Donc, effectivement, c'est la façon que les jeunes ont d'utiliser le sexting, qui jusque-là est entre guillemets normal, en tout cas tout à fait toléré. Donc c'est tout à fait banalisé pour eux de s'envoyer des images et des vidéos à caractère sexuel. Pour autant, comme on le sait, maintenant la loi l'a bien inscrit depuis la loi effectivement République numérique, c'est pas parce qu'on consent à donner une
image de soi à son petit ami ou sa petite amie que pour autant on consent à ce qu'elle soit largement diffusée sur les réseaux. Et donc le revenge porn, malheureusement, est extrêmement utilisé pour cyberharceler entre jeunes. Dans ce cadre-là, des plateformes comme Facebook ou Instagram ont mis en place effectivement des systèmes qui permettent de centraliser en fait ces images qui peuvent être détournées et de pouvoir les supprimer quasiment avant même qu'elles soient en ligne ou qu'elles soient diffusées. Il y a beaucoup d'usurpation d'identité, les jeunes s'usurpent beaucoup leurs comptes entre eux. Contrairement à ce qu'ils pensent, ce n'est pas du piratage, ils se font rarement pirater leurs comptes. En revanche, ils négligent pas mal la façon dont ils déconnectent leurs comptes, ils les laissent ouverts sur des outils partagés, et alors un autre peut prendre la main dessus, changer de mot de passe, et s'accaparer leur compte et se faire passer pour eux ou pour un autre, ou faire croire qu'ils proposent des choses peu recommandées à des camarades. Évidemment, on retrouve tout ce type de propos de haine, encore une fois, comme je l'ai dit, d'homophobie, d'injures, de racisme, d'antisémitisme aussi, qui se rajoutent à tout ça et qui effectivement les rendent extrêmement fragiles à cette époque de la vie où ils sont en train de se constituer. Alors sur notre plateforme, globalement, on a aussi malheureusement beaucoup d'adultes, ça veut dire que j'ai filmé les 5 minutes, qui nous appellent de plus en plus parce que, à vrai dire, aujourd'hui en France, on est la seule plateforme qui soit humanisée, sur laquelle les gens peuvent téléphoner ou parler ou chatter quand ils ont un problème d'usage sur Internet. Il existe notre partenaire Point de Contact, qui est un point de signalement des contenus illicites, mais on n'a pas de plateforme effectivement dédiée pour que quand vous avez un problème en ligne, vous puissiez... Ah, mais ça c'est le vrai 7 minutes. Merci. Donc voilà, donc je voulais partager aussi savoir que ça existe, qu'on travaille avec les réseaux sociaux depuis très longtemps, qu'on peut faire des choses et que donc on a aussi un appel à dire que peut-être qu'il faudrait qu'on élargisse effectivement nos compétences pour pouvoir accueillir beaucoup de demandes d'adultes, parce qu'on en a de plus en plus et on ne peut pas les laisser sur le côté, donc de facto on les traite. Voilà. C'est très court 7 minutes, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci, et j'ai le plaisir de tendre la parole et laisser la parole à Fatima El Ouazdi, qui est présidente fondatrice de Political, et que je connais un petit peu. Merci Eric, merci beaucoup. Je suis très contente d'être aussi parmi vous. C'est la première réflexion que je me suis faite, c'est qu'il y a quand même des jeunes dans la salle et ça me fait plaisir de voir que les jeunes s'engagent aussi contre les cyberviolences. Je suis présidente d'une association qui s'appelle Political et qui œuvre pour la promotion des femmes dans la société et qui lutte contre le sexisme, peu importe sa manifestation. Et c'est vrai que c'est un de nos combats depuis plusieurs années, c'est la manifestation du sexisme sous diverses formes en ligne qui rend encore plus compliqué notre combat. C'est vrai que Internet, c'est le reflet de notre société et aujourd'hui, notre société, elle demeure patriarcale malheureusement. Et quand on part de ce constat-là, Internet n'échappe pas du tout aux cyberviolences à caractère sexiste. Qu'est-ce qu'on entend par cyberharcèlement à caractère sexiste? C'est le cybersexisme. C'est toute manifestation de cette violence juste en prenant pour base l'orientation sexuelle de la personne, son comportement sexuel présumé également, ou bien son apparence physique. Et aujourd'hui, les jeunes, ça a été très bien dit par Justine Atlan, les jeunes sont concernés par cette vague de cyberharcèlement parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser les outils ou à bien comprendre comment les utiliser. Et aujourd'hui, le cybersexisme vraiment se manifeste sous une forme très diverse. C'est le revenge porn, c'est la façon la plus commune finalement, c'est de partager sans le consentement de la personne une photo d'elle nue ou à connotation sexuelle. Il y a d'autres façons, hein. Il y a des phénomènes tout aussi violents, le happy slapping, où on voit sur Internet des vidéos d'agressions physiques qui sont partagées, vues des centaines de milliers de fois, sans modération très rapide de la part de certaines plateformes. Je prends pour exemple en 2016 l'action de l'association pour faire supprimer une vidéo qui a tourné sur Facebook d'un viol qui a été tourné plus de 500 000 fois et qui a aussi, grâce à la mobilisation des internautes, que je remercie par ailleurs, j'en profite ce soir, mais les 2 agresseurs présumés ont été ensuite arrêtés à Perpignan. Donc ça prouve que on peut lutter ensemble en tant que collectif, en tant que veille sur les cyberviolences. Et il y a une enquête de l'éducation nationale qui prouve et qui nous montre que quand même il y a déjà un quart des jeunes qui sont confrontés aux cyberviolences à caractère sexiste. Moi, je veux bien entendre que les parents sont démunis face à cela, puisque c'est vrai qu'on donne des outils numériques. Oui, qu'est-ce que l'école aussi peut faire? Moi, je suis pas d'accord sur le fait qu'on doive interdire le téléphone à l'école.
Tout simplement parce que je ne pense pas que l'interdiction ou la prohibition soit une façon d'éduquer les jeunes à l'utilisation du numérique. Je pense qu'il est pertinent de dire que moi, j'ai 24 ans. Il y a 13 ans, j'ai eu mon premier téléphone et j'avais 11 ans. Et j'avais un accès à Internet sur ce téléphone-là, et j'avais un ordinateur, et j'avais déjà les premiers réseaux sociaux à l'époque. Je ne veux pas entendre dire qu'aujourd'hui les choses sont différentes, puisque finalement, il suffit juste de donner les bons outils de compréhension aux jeunes pour qu'ils puissent lutter contre le cyberharcèlement. Il faut tout simplement les responsabiliser. Mon association a fait de ce combat-là un combat majeur, et on va à la rencontre des lycéens et des lycéennes, des collégiens et des collégiens, pour leur dire très, très sincèrement, avec une approche très pédagogique, c'est-à-dire qu'on va prendre des exemples de leur quotidien. Ils savent ce que c'est le cyberharcèlement. On ne va pas leur dire qu'ils ne le savent pas. Ils savent ce que c'est le cybersexisme. Ils en ont conscience parfois, ils participent à ces phénomènes, ils savent que c'est pas bien, mais ils ne savent pas non plus comment les arrêter. Et donc, quand on intervient, et j'ai fait des interventions auprès de publics divers, donc ça peut être des gens de Paris ou pas de Paris par ailleurs, mais en fait, ce qui ressort, c'est que ces jeunes-là ont conscience que c'est pas bien de partager les vidéos, ont conscience que c'est pas bien de slut-shamer une jeune fille pour son comportement sexuel présumé ou non, de la traiter de pute en ligne ou de colporter des rumeurs. Tout ça, c'est des faits très concrets de cyberharcèlement qui conduisent à des drames. Et le cybersexisme, ça tue. Il faut le dire, il y a des jeunes filles en France, donc ça n'arrive pas qu'à l'étranger, mais en France, il y a des jeunes filles qui se suicident parce qu'elles ont été cyberharcèlées en ligne. Très récemment, une jeune fille de 15 ans de Lisieux s'est suicidée parce qu'une photo d'elle a été divulguée en ligne, une photo contre son insu évidemment, une photo intime. Et donc ces drames, ça nous amène à du coup re-questionner notre action, comment en tant que collectif, en tant que citoyen, on peut agir sur ces questions-là. Il y a une solution qui a été portée notamment parce que les raids numériques sexistes qui visent par exemple des personnalités publiques qui luttent contre le sexisme, je pense par exemple à l'affaire de la journaliste Nadia Dam, qui, après avoir dénoncé le fait, des faits très concrets, a été cyberharcelée, des menaces, l'apologie du viol, des menaces très concrètes contre ses enfants. Tout cela parce qu'elle a défendu la cause féministe. Comment on peut faire ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une organisation des personnes qui font le cyberharcèlement sur des plateformes qui sont connues. Je pense notamment au forum jeux vidéo 18-25 ans. Et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen ? Une des réponses, c'est peut-être couper les vivres aux plateformes. Aujourd'hui, les plateformes ont des annonceurs, et si on se mobilisait en tant que collectif pour justement couper les vivres à ces plateformes en demandant aux annonceurs de se retirer. Ça a été le combat de Sophie Gourion, une militante féministe qui, elle seule, sans aucune structure derrière elle, a lancé le hashtag Balance ton forum pour dire, bah voilà, stop. Vous, en tant que marque, vous cautionnez en étant public sur ces plateformes-là, et bien arrêtez. Elle a obtenu le retrait de plusieurs annonceurs sur ces plateformes-là. En revanche, elle a dû rapidement cesser son combat parce qu'elle était elle-même victime de raids numériques. Donc ça pose problème. Moi, j'ai envie aussi qu'on s'interroge du coup sur l'obligation des plateformes numériques. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser uniquement les associations faire ce travail-là de signalement. On ne peut pas déléguer aux plateformes. Elles n'ont pas les moyens financiers, elles n'ont pas les moyens humains d'être des signaleurs de confiance à temps partiel. On doit aussi pouvoir avoir, et c'est une réflexion à avoir, d'avoir clairement les conditions de suppression et de censure des contenus les plus complexes. On devrait aussi avoir accès à des rapports et des Key Performance Indicators, des KPI, pour comprendre combien de contenus sont retirés quand on les signale, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas cette transparence. Et est-ce qu'on doit faire un modèle de régulation à l'allemande des contenus ? C'est la question que je vous pose. Je pense que la réflexion sera riche. Ravie d'en discuter avec les uns et les autres présents ce soir et de continuer ça dans un débat plus global très bientôt. Merci beaucoup.
Merci Fatima El-Ouazdi. Juste un petit mot pour préciser, vous avez cité les RET numériques. Et effectivement, on en parlera peut-être lors de la deuxième table ronde, mais il y a des progrès justement qui ont été faits et apportés dans le projet de loi contre les violences sexistes sur le cyberharcèlement de groupe. Et je pense qu'il faut pouvoir maintenant le traduire dans les faits. Et ça, c'est voilà, c'est comment on passe du formel au réel. Alors, notre dernier intervenant, donc pour Rudi Reichstadt, qui va nous parler de ce qu'il a fondé, qui est Conspiracy Watch. Je vous remercie beaucoup, Madame la députée, Monsieur le député. Chers amis, merci pour votre accueil, pour votre invitation également. Alors, Conspiracy Watch, c'est un site qui a été créé en 2007, qui depuis l'année dernière fonctionne avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et nous avons pour ambition, avec Valérie Gounet, qui est dans cette salle et qui est historienne, spécialiste de l'extrême droite, du négationnisme, qui est l'auteur d'un ouvrage majeur de référence sur le négationnisme, eh bien, d'animer un service de presse spécialisé en ligne sur le conspirationnisme et le négationnisme, avec une approche évidemment critique. L'idée est de réfuter ces choses-là, de vérifier les faits, de les démonter et de produire un contre-discours, effectivement, pour montrer que ces théories du complot, non seulement ont des conséquences, et parfois des conséquences funestes, que ce n'est pas juste des petites histoires rigolotes, parce qu'évidemment, elles croisent la question plus large de la haine sur Internet, mais elles croisent des questions, par exemple, en termes de santé publique. Vous avez tous à l'esprit toute la désinformation anti-vaccinale, par exemple, qui peut exister et qui se nourrit aussi aux théories du complot et à la mentalité conspirationniste. Alors, il y a quelques mois, au début de l'année, nous avons, avec la Fondation Jean Jaurès, commandé à l'IFOP une grande enquête d'opinion, la première de cette ampleur sur le phénomène en français, une grande enquête d'opinion sur le conspirationnisme dans l'opinion publique française. Et si dans cette salle ce soir nous sommes dans des états généraux et que nous sommes constituantes et que donc nous représentons le peuple français dans toute sa diversité et ses composantes, eh bien cela signifie que une personne sur 4, ce soir, ici, est un complotiste endurci. Un complotiste endurci, c'est-à-dire qui croit au moins 5 théories du complot sur la dizaine qu'on leur a proposées. Ça veut dire sur les vaccins, sur JFK, sur le 11 septembre, sur les attentats de janvier 2015, sur Daesh, sur la Terre plate. 9% de Français qui sont prêts à croire qu'il est possible que la Terre soit plate, par exemple. Et ce dont on s'est aperçu grâce à cette enquête d'opinion, c'est qu'il se passait quelque chose chez les jeunes, chez les plus jeunes, chez les 18-24 ans, qui sont, par rapport à leurs aînés, aux plus âgés, leurs aînés, les seniors, les plus de 65 ans, en moyenne, globalement, sauf sur 3 items, mais globalement, 2 à 3 fois plus concernés, 2 à 3 fois plus perméables à cette pensée conspirationniste que leurs grands-parents, grosso modo. Donc ça veut dire que c'est un sujet, et que c'est un sujet qui croise évidemment le thème de la haine sur Internet, parce que évidemment il y a les théories du complot antisémites qui sont là de manière durable, qui existent, qui se renouvellent en permanence, mais pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours à peu près, sur l'affaire Mamoudou Gassama, ce jeune Malien qui sera bientôt naturalisé, qui a sauvé cet enfant au 4e ou 5e étage, je ne sais plus, de cet immeuble du 18e, eh bien vous avez compris une chaîne d'information continue, mais sur les réseaux sociaux en permanence, des arguments complotistes qui ont commencé à se développer. Et on a entendu qu'il n'était pas possible qu'un enfant se rattrape de l'étage de dessus, qu'il n'était pas possible d'escalader comme ça une façade sans que tout ça soit mis en scène, que la personne d'ailleurs qu'on voit retenir l'enfant a changé par rapport à celle qui témoigne ensuite. Et voilà, là on est au cœur de ce qu'est la théorie du complot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'instrument légal contre ça, c'est une opinion. Et moi je ne suis pas partisan d'une sorte de guessotisation du conspirationnisme. Je considère que le guesso c'est très bien, le négationnisme est un discours de haine fondamentalement antisémite, pas de problème avec ça, mais évidemment les théories du complot, on ne va pas se mettre à les pénaliser, il faut les déconstruire, il faut s'appuyer sur la société civile justement pour les déconstruire, pour les critiquer, il faut qu'on soit tous impliqués dans ce travail-là, mais évidemment on ne va pas faire de loi contre les théories du complot. Et pourtant, ces théories du complot, elles ont une dimension antisémite, raciste, etc. Sur Mamoudou Gassama, c'est évident que cette affaire-là a dérangé
à déranger certains, un camp politique. Donc, ce ne sont pas juste des petites histoires rigolotes. Il me reste combien de temps ? 2 minutes, un peu plus ? L'état du droit n'y peut pas grand-chose, mais tout de même. Il y a ce photomontage que vous avez peut-être vu, qui montre Emmanuel Macron flanqué d'un drapeau américain, drapeau israélien, en arrière-plan des billets de dollars et des billets d'euros, et puis 3 personnalités notoirement juives, et lui-même a un brassard nazi avec, en lieu et place de la croix gammée, le signe du dollar. C'est le site d'Alain Soral qui a diffusé ce photomontage, et ce photomontage d'ailleurs a énormément tourné. Il a été attaqué en justice. Alors Alain Soral, juste pour vous dire, Égalité et Réconciliation, le site d'Alain Soral, c'est le premier site politique français. Premier site politique français. Et c'est aussi, et de très loin, le premier site d'extrême droite en France. C'est plus de 7 millions de visiteurs par mois. C'est absolument considérable. Il y a quelques années, il était encore plus haut, et il a pu être devant le site des Inrocks, le site de La Poste, le site de Télérama. Voilà, c'est ça, Égalité et Réconciliation. Et à la tête d'Égalité et Réconciliation, vous avez Alain Soral qui se définit lui-même comme national-socialiste. Voilà. Ce photomontage, qui est évidemment complotiste et antisémite, eh bien, sur la base d'une jurisprudence passée en juin 2017 de la Cour de cassation, il a été considéré qu'il n'était pas pénalement répréhensible. Là, très récemment, il y a 2 mois de ça, par la 17e chambre. Donc on a le droit qui nous permet de faire des choses, et puis parfois, il y a aussi des trous dans la raquette, et il ne faut pas l'oublier. Il me reste 1 minute ? Très bien. Je rejoins Justine Atlan absolument sur la question, pour dire que tout cela est aussi un sujet de protection de l'enfance. On en a beaucoup parlé avec mon ami Patrick Sahama qui est dans cette salle aussi. Évidemment que c'est un sujet de protection de l'enfance. Songez tout de même que YouTube Kids, qui est une plateforme YouTube faite, pensée pour les enfants, eh bien, diffuse automatiquement, recommande des contenus conspirationnistes sur la Terre plate, sur les Illuminati, sur le complot mondial. Pourquoi ? Parce que YouTube pense pas à mal, mais YouTube met en avant des contenus qui vont vous faire rester plus longtemps sur la plateforme, c'est-à-dire des contenus sensationnalistes. Et qu'est-ce qu'il y a de plus sensationnaliste que l'idée qu'on va vous révéler la vérité, qu'on va vous dévoiler des choses cachées ? Voilà, ces contenus complotistes, ils fonctionnent aussi pour ça, parce qu'il y a quelque chose en nous qui aime ça. Ça produit évidemment un plaisir cognitif, et chez les plus jeunes. Or, les plus jeunes aujourd'hui sont en train aussi de faire leur apprentissage de la vie civique et politique et des citoyens qui seront demain avec ces choses-là, en écoutant des vidéos d'Alain Soral sur son canapé Rougicard. Donc il ne faut pas l'oublier. Et puis pour terminer, dire 3 choses. Ne pas minimiser le phénomène, c'est important, c'est grave. Travailler à le déconstruire et aider la société civile à faire ce travail-là. Voilà, je crois que c'est un enjeu même de civilisation. Je vous remercie beaucoup. Bon, alors, je crois qu'on est arrivé justement avec un constat particulièrement inquiétant, surtout quand on termine sur les complots, parce que ça peut prendre vraiment toutes les formes. On a vu que la jeunesse était concernée, et pas seulement, que les femmes étaient particulièrement victimes, et pour le coup que c'était un combat qui devait se mener à l'international. Vous nous l'avez rappelé, Monsieur Schmitt, mais que ça dépendait aussi de chacun de nous. Donc il faut, en tant que parlementaire, oui, mais aussi en tant que citoyen, donc c'est pouvoir vraiment sensibiliser. Vous êtes là, ici, ce soir, j'imagine que vous sensibilisez votre environnement tous les jours aussi. Je te laisse la parole, si tu le souhaites, Eric. Oui, il y a un côté frustrant, mais moi qui ai suivi certaines interventions de Gérald Bronner, par exemple, c'est toujours frustrant de voir exposer les raisons qui font que tout ça ne fonctionne pas, et de repartir un peu frustré de ne pas avoir de recette miracle qui permettent d'y mettre fin. C'est aussi le cas quand on a fini d'achever le bouquin de Sébastien Dieguez, que je recommande aussi, et qui se nomme Total Bullshit, et qui vient mettre des sujets d'ailleurs sur le rapport à la vérité, en quoi le mensonge ne peut pas être assimilable à la théorie du complot. Moi, juste 2 points. Sur les théories du complot, ne pas perdre de vue que dans les schémas de radicalisation, même s'il n'y a pas de parcours linéaire et qu'il n'y a pas d'étapes séquentielles totalement ordonnancées, il n'en reste pas moins que le constat que l'on peut faire, c'est que très souvent, la théorie du complot a servi le tiers qui est rentré en contact avec celles et ceux qu'il voulait recruter pour leur dire « c'est normal que vous ne voyez pas le monde comme les autres le voient parce que vous êtes l'élu ».
Alors, toutes les occasions sont bonnes, les Magic Circles, le monstre du Loch Ness, et comme les aficionados des théories des complots les plus loufoques, mais qui servent parfois d'autres objectifs, sont extrêmement actifs, il n'est pas anormal, comme le rappelait là aussi Gérald Brunner, qu'elles apparaissent dans les premières requêtes que l'on peut lancer sur Internet, et que alors les théories du vraisemblable l'emportent sur le vrai et sont bien mieux rankées que les autres. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'intelligence artificielle. Vous n'en avez pas parlé, mais c'est l'arme ultime dégainée ici ou là qui permettrait de mettre fin à un certain nombre de choses. Il faut reconnaître qu'en la matière, Facebook a d'ailleurs très largement communiqué dessus, et c'est tant mieux, que sur les contenus terroristes, Facebook revendique aujourd'hui qu'ils sont capables, pour 99% d'entre eux, d'y mettre fin simplement en activant l'algorithme, c'est-à-dire avant que les uns et les autres aient pu signaler tel ou tel contenu. Je pense qu'il faut être très réjoui de ce type de score et de résultats. Je pense qu'il faut aussi avoir conscience que ça n'est pas applicable au reste, et que si vous pouvez le mettre sur des contenus terroristes où il y a une forme d'évidence, même si parfois c'est un peu compliqué, même si je pense qu'à l'heure où je parle, il doit encore pouvoir circuler assez librement sur le net des choses qui sont encore dans la zone grise, et je pense notamment à un de nos djihadistes niçois qui produit ou qui fait produire un certain nombre de choses. Elles sont probablement encore en vigueur parce qu'elles sont, dans leur contenu, pas aussi évidentes en termes de signature que des contenus qui avaient été produits par Daesh. Donc signaler les efforts des plateformes, celle de Facebook en particulier, qui a été nommé, mais comment ne pourrait-il pas être nommé compte tenu de l'audience qu'ils ont? C'est à moitié surprenant qu'en matière de chiffres, ce soit dans ces proportions le site qui héberge le plus, signaler les efforts, et dire que l'intelligence artificielle dont vous entendrez parler, puisque le buzzword de cette année, c'est quand même la cyber, la blockchain, et une fois qu'on a rajouté à ça l'intelligence artificielle, alors on a parlé du numérique pour les 3 années qui viennent, se dire que ça n'est pas les machines qui vont régler nos problèmes, et donc ça nous renvoie à nos responsabilités collectives, citoyens, élus, collectivités, et bien évidemment toutes celles et ceux qui font le droit et qui rappellent le droit et la loi. Merci. Merci Céline Canovès, merci Eric Boterel. J'appelle, et merci à tous les intervenants qui sont intervenus. Merci, et j'appelle à la tribune pour modérer la prochaine table ronde sur les solutions et les outils pour déconnecter la haine sur Internet. Constance Legris et Jean-Michel Miss avec les autres intervenants.